Everyone has to do Si vous ne savez pas ce que vous consommez, everything they can ne le consommez pas. in order to make sure they are on the right side of history. Consommateur engagé, aujourd'hui, c'est un boulot à plein temps. 84% de coton de la Chine, elles viennent de la région ouïghour. Posez-vous la question de savoir ce qu'il y a dans les vêtements. La fast fashion, c'est un vieux nugget pourri. C'est nous qui dessinons aussi le monde de demain. There's another way of living on this planet. Change your minds, you guys. Bienvenue dans Nouveau Modèle, le podcast sur la mode responsable et engagée. Je suis Chloé Cohen, je suis journaliste, et dans ce podcast, je donne la parole à des femmes qui font bouger les lignes de l'industrie textile. Qu'elles soient stylistes, entrepreneuses, activistes ou encore mannequins, ces femmes partagent ici leur parcours, leurs valeurs et dévoilent les coulisses d'une industrie en pleine mutation. Parce qu'elles ont pris conscience des dérives sociales et environnementales de la mode, elles ont décidé de s'engager pour un monde féministe, inclusif et durable. Cette semaine, je reçois Charlotte Lemay, mannequin, influenceuse et créatrice du collectif Aware Collective, qui s'est donné pour mission de former les Instagrammeurs et Instagrammeuses au sujet de consommation responsable. À ses côtés, je donne la parole également à Amélie Deloche, cofondatrice du collectif Paye ton influence, qui appelle les stars des réseaux sociaux à changer leurs pratiques climaticides. Le monde de l'influence peut-il devenir responsable ? Et comment ? Les influenceurs et les influenceuses sont suivis par des milliers, voire des millions de personnes sur les réseaux sociaux. Leur pouvoir est immense. Alors que se passerait-il si au lieu d'organiser des concours pour gagner des vêtements de marques de fast fashion, ces personnalités faisaient la promotion de la sobriété et démocratisaient une consommation plus raisonnée et plus engagée ? C'est le sujet de cet épisode et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Amélie et Charlotte. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de participer à cet épisode. Alors, on va commencer avec une définition assez rapide, mais comme ça permettra de poser les bases pour le reste de la discussion. De quoi on parle quand on parle d'influence ? C'est quoi une influenceuse, un influenceur pour vous ? Alors, la définition d'un influenceur, je pense qu'il n'y en a pas une qui est vraiment actée. Moi, je le prendrais par le prisme de mon projet qui est Paye ton influence. Pour nous, un influenceur, c'est une personnalité qui est suivie sur les réseaux sociaux, qui crée du contenu sur les réseaux sociaux et qui monétise ce contenu en faisant notamment des partenariats avec des marques. Très bien, ça semble plutôt clair. Charlotte, est-ce que tu veux ajouter quelque chose à cette définition ? Oui, pour moi, au-delà de la pure consommation matérielle, c'est aussi avoir le pouvoir d'influer sur l'opinion et parfois sur l'engagement. Donc un certain pouvoir quand même, hein. On va le définir un peu par la suite et on va voir à quel point ça peut impacter l'écologie, la mode responsable. Aujourd'hui, quelles sont un peu les grandes problématiques de ce monde de l'influence, justement, quand on parle d'environnement, d'écologie, de consommation, de mode responsable ? C'est qu'il y a un petit peu deux mondes qui s'opposent. Il y a les influenceurs qui promeuvent la fast fashion et qui ont un mode de vie assez inconséquent. Et puis il y a une nouvelle génération d'influenceurs qui prônent des valeurs fortes et qui ont parfois même un rôle de journaliste, qui éveillent les consciences. Exactement, moi je mettrais vraiment une différence entre finalement influenceurs qui pour moi est très lié à la consommation, à la promotion de modes de vie et de consommation qui souvent d'ailleurs sont pas compatibles avec les enjeux climatiques et finalement les activistes parce qu'il y a des personnalités typiquement comme Hugo Clément qui sont très suivis sur les réseaux sociaux et qui peuvent des fois être catégorisés d'influenceurs alors qu'en fait c'est plus des activistes parce que vraiment ils délivrent des valeurs et surtout ils sensibilisent en fait sur des sujets, ce que ne font pas souvent la plupart des influenceurs un peu plus lambda, je dirais. Ouais, ok. Et comment on peut expliquer que certaines influenceuses, certains influenceurs continuent de faire la promotion de marques qui, par exemple, ont été accusées de participer au génocide ouïghour ou connues pour exploiter des ouvrières, des ouvriers à l'autre bout de la planète. Aujourd'hui, personne ne peut dire on savait pas, c'est pas vrai. Enfin, tout le monde est au courant à une échelle plus ou moins importante, mais comment, dans ce cas-là, on explique qu'ils continuent quand même à faire la promotion de ces marques-là ?
La problématique aujourd'hui, c'est que finalement, ils sont dépendants des marques parce que la plupart des influenceurs aujourd'hui vivent de l'influence, c'est-à-dire vivent des partenariats qu'ils font avec les marques sur leurs réseaux sociaux auprès de leur communauté. Et du coup, ils sont forcément dépendants de ces revenus-là. Et en fait, la grande problématique aujourd'hui, c'est que on sait exactement tout ce qui est les répercussions environnementales et sociales de beaucoup de marques, notamment de la fast fashion. Se priver de travailler avec une marque de fast fashion, c'est se priver de travailler avec finalement toute une industrie. Et je pense que c'est ça le plus grand frein, c'est-à-dire que il faut une volonté assez forte pour finalement arriver à faire pivoter ses revenus vers d'autres types de partenariats. Ou accepter de gagner moins d'argent. Et aujourd'hui, c'est une question qui est cruciale. Clairement, il y a des grandes marques qui sont très vilipendées comme Shein, où il y a énormément d'influenceurs qui vont refuser de travailler avec cette marque-là parce que c'est de l'ultra fast fashion, mais par contre, qui vont continuer à travailler avec des Stradivarius ou des Pimki, alors que finalement, ça reste dans cette même industrie d'exploitation de la vie humaine et des écosystèmes pour de la mode. Après, il y a quand même, on va dire qu'il y a quand même un réveil là-dessus, mais c'est très compliqué quand son business model tourne autour de ça. Et puis surtout, je pense qu'il y a pas encore d'influenceurs un peu lambda, c'est-à-dire qui n'est pas encore engagé sur les questions sociales ou climatiques, qui a vraiment ouvertement dit je ne travaillerai plus avec cette industrie. Et je pense qu'il manque ça, il manque des exemples en fait aujourd'hui. Personne n'ose être le premier ou la première. Et je pense que justement, avec Pékin Influence, on dit aux influenceurs finalement vous avez tout intérêt à vous positionner le premier là-dessus et à dire ouvertement je commence à avoir une charte éthique claire et de plus travailler avec certaines industries. Mais c'est compliqué parce que l'aspect monétaire quand même prime quand même énormément. Ouais. Qu'est-ce que tu rajouterais, toi, Charlotte, à ça? Parce que toi, tu es certes influenceuse, mannequin, mais aussi très activiste, quoi. Donc, t'es déjà convaincue par toutes ces questions-là. Absolument. Oui, je suis d'accord. L'argent, c'est un peu le moteur de tout ça. C'est sûr que ça pourrit un petit peu ces rapports. Mais au-delà de ça, je pense que c'est difficile de bouleverser son mode de vie. C'est aussi un moyen de mettre des œillères, comme beaucoup de personnes le font d'ailleurs, parce que c'est finalement assez insupportable ce qui se passe. Et beaucoup d'influenceurs font ça parce que tout simplement, ils n'ont pas envie de changer leur confort de vie et leurs habitudes. Ouais. Et ils ont peur aussi de bousculer les gens, ils ont peur de ne pas être inspirants, ils ont peur d'être moralisateurs, d'être culpabilisants dans leur manière de communiquer. Et ça, c'est pas quelque chose qui fonctionne bien. Toute la difficulté, en fait, c'est de rendre justement l'écologie sexy. C'est de donner envie d'aller dans cette direction sans être culpabilisant. Peur, ouais. Sans dire ça va être énorme, tout ce qu'il va falloir faire, quoi. Voilà. Aller étape par étape. Ok. Et bon, c'est vrai qu'on en parle beaucoup plus aujourd'hui de ces problématiques autour de l'influence et de l'écologie, l'environnement, la consommation responsable, parce que le GIEC aussi s'est emparé de ce sujet et a écrit, ça je le pique à Paye ton influence qu'il a partagé récemment, les influenceurs et leaders d'opinion peuvent favoriser l'adoption de technologies, de comportements et de modes de vie à faible émission de carbone. Donc concrètement, quelle est la responsabilité des influenceuses et des influenceurs pour faire changer nos modes de consommation? Et comment ils peuvent s'y prendre? Là, on a énoncé les problèmes. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut attendre d'eux et d'elles? Du coup, si je remets dans le contexte, je ne sais pas si ton audience connaît le GIEC. Déjà, ça peut être une bonne idée de rappeler. Déjà, le GIEC, donc c'est des scientifiques, c'est un groupe de scientifiques qui est le groupe intergouvernemental sur le climat et qui a pour du coup c'est un regroupement, on va dire, de scientifiques qui font l'état des lieux du réchauffement climatique tous les X années et ils ont sorti un dernier rapport en 2022 qui est en 3 volets. Le dernier volet est sorti très récemment en avril et en gros il est encore plus alarmant en ce qui concerne les répercussions du réchauffement climatique d'année en année. Et là, il est assez, encore plus alarmant. Et justement, ce groupe d'experts scientifiques dit clairement que on a besoin de l'ensemble de la population on a besoin que l'ensemble de la population s'engage, mais d'autant plus finalement les leaders d'opinion, c'est-à-dire que les gens qui sont regardés, les gens qui ont le pouvoir d'orienter les normes sociales, de créer ce qui est la normalité aujourd'hui, notamment les normalités de consommation, les normalités de mode de vie, et
Et dans ce cadre-là, les influenceurs, ils représentent tout ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, je dirais ma génération, et les générations qui suivent sont sur les réseaux sociaux. Tout le monde est de plus en plus sur les réseaux sociaux. Tout le monde suit des influenceurs. C'est des personnes qu'on regarde énormément. Et du coup, finalement, ils ont ce pouvoir-là de pouvoir sensibiliser une très large audience très rapidement parce qu'ils sont suivis par des millions de personnes, voire des milliards à une échelle mondiale. Donc forcément, ces personnes-là, si elles s'engagent, elles vont potentiellement, en tout cas ce qu'on l'espère, créer des vagues aussi de prise de conscience auprès des personnes qui les regardent et justement pouvoir embarquer d'autant plus facilement finalement les populations dans les problématiques environnementales, mais aussi de manière générale les États et les personnes de pouvoir parce qu'ils ont quand même une énorme aura. Toi, qu'est-ce que tu rajouterais, Charlotte, sur comment ils peuvent s'y prendre pour faire basculer un peu tout ça? Concrètement, c'est vrai que ça peut sembler compliqué, influence et écologie, mais je pense que chaque influenceur doit faire en fonction de ses affinités. C'est vrai qu'on a tendance à parler de sujets légers, de mode, de voyage, de food, de bien-être. Et en fait, chacun de ces sujets a sa version éco-responsable. Et je pense que c'est comme ça que ça doit se faire concrètement. Ok, donc essayer d'avoir... De rajouter de l'engagement ou des valeurs derrière chaque sujet de société, quoi. Il y a aussi une problématique aujourd'hui, c'est que il y a des influenceurs qui peuvent s'engager sur des gros sujets de société. Typiquement, on a vu pas mal d'influenceurs qui vont parler de la guerre en Ukraine, qui vont parler de tout ce qui est les enjeux d'avortement, voilà, qu'on a vu aux États-Unis, donc l'interdiction de l'avortement dans certains États. Mais par contre, ils vont pas oser s'engager sur d'autres sujets. Ils vont pas forcément justement oser s'engager sur les enjeux, notamment climatiques, parce que en fait, ça va à rebours du mode de vie et de consommation qu'ils promeuvent. Du coup, il y a aussi un grand frein pour les influenceurs, et ça, on est très, très conscient au sein de Pailleton d'Influence, c'est que parler d'écologie, ça amène forcément des critiques parce que voilà, les influenceurs qui vont prendre l'avion, je sais pas, 20 fois par an et qui vont oser parler du GIEC, on va leur dire mais t'es qui pour parler du GIEC, alors qu'en fait dans ton mode de vie, t'as pas du tout fait ta transition et tu changes pas ton mode de vie. Du coup, ça, c'est aussi un frein. C'est pour ça qu'on ne demande pas aux influenceurs du jour au lendemain de commencer à parler du GIEC ou de dire je suis trop inquiète du réchauffement climatique, mais juste potentiellement de dire à sa communauté, en fait, on prône vraiment une honnêteté. Finalement, on sait très bien que les influenceurs, ils sont au courant du réchauffement climatique. Potentiellement, il y en a plein qui sont inquiets. Ils pourraient dire honnêtement, voilà, moi, je suis inquiète. Du coup, ça bouscule un peu la manière dont potentiellement j'ai envie de faire de l'influence, mais je peux pas le faire du jour au lendemain parce que j'ai des contrats à honorer, parce que j'ai des obligations, etc. Je pense qu'il y a vraiment ce besoin d'honnêteté. Finalement, on leur demande pas du jour au lendemain d'arrêter tous leurs partenariats parce qu'on sait très bien que c'est pas possible. Mais par contre, on leur demande de commencer à intégrer le sujet dans la manière dont ils font de l'influence parce que ils ont une responsabilité en fait. Ils ont une responsabilité à partir du moment où ils utilisent entre guillemets leur communauté pour s'enrichir personnellement. Leur communauté, c'est la richesse d'un influenceur. À partir du moment où ils essayent de vendre des choses à leur communauté a un droit de regard et un droit de dire là, je suis pas OK avec les partenariats que tu fais, etc. Et je pense que ça, il y a un peu une méconnaissance peut-être ou de leur responsabilité et surtout peut-être aussi ils n'ont pas conscience à quel point leur influence a justement de l'influence sur les gens qui les regardent et à quel point ils peuvent orienter les normes sociales, ce qui est cool, ce qui est pas cool et ça je pense que c'est quelque chose qui est ultra important à peut-être leur remettre en tête aussi. Ouais, parce que c'est vrai que quand on les voit tous et toutes prendre l'avion pour aller au festival de Coachella par exemple aux États-Unis, ça donne envie à la plupart des gens, alors qu'on devrait être dans une sobriété sur le voyage, sur un peu tout, et donc c'est clairement en contradiction avec les recommandations du GIEC aujourd'hui, quoi. Donc en fait ma question c'est aussi de savoir est-ce que vraiment il y a compatibilité. Si, je veux dire, il y a l'exemple de Charlotte, mais elle est activiste. Du coup, c'est aussi un petit peu différent. Est-ce que il y a vraiment compatibilité entre influence et engagement? Puisque de l'influence, c'est aussi faire la promotion c'est consommer, quoi. Voilà. Quand bien même ce serait consommer un peu mieux, ça reste consommer.
En fait, cette question, elle pourrait être posée pour absolument tous les secteurs économiques actuellement. C'est les influenceurs, mais c'est est-ce que finalement, je sais pas, n'importe quelle marque, on peut lui demander, mais en fait, est-ce que tu es viable? Est-ce que ton business model il est viable dans un monde en transition, dans un monde en urgence climatique? Et finalement, si on regarde un peu les business models de la majorité des entreprises actuellement, elles ne sont pas en cohérence avec les enjeux climatiques. Mais c'est pareil avec les influenceurs. Le problème, c'est qu'on est dans un système, on est bloqué dans un système qui est le système capitaliste. Clairement, on va pas en sortir. Ou en tout cas, pas tout de suite, pas quoi. tout de suite, Ouais. quoi. Et du coup, aujourd'hui, la question, c'est même plus est-ce que... Alors, bien sûr, la question, ça peut être est-ce que les influenceurs sont viables dans un monde en urgence climatique? Mais la question, c'est plutôt comment ils peuvent finalement... entre guillemets, pas le devenir, mais faire en sorte quand même de s'inscrire dans cette transition, même si cette transition, elle n'est pas totalement compatible. Vraiment, l'idée, on prône pas le fait on veut pas des influenceurs, entre guillemets, parfaits, parce qu'un influenceur parfait, limite, c'est un influenceur qui ne fait pas de partenariat, donc finalement, qui n'existe pas. Mais une entreprise parfaite, pareil, c'est une entreprise qui n'a aucun impact, donc qui ne fait pas de business, donc qui n'existe pas. Mais on peut faire cette allégorie avec à peu près tous les secteurs économiques actuellement. Du coup, l'idée, c'est vraiment de se dire on a des marges de manœuvre dans le monde de l'influence pour faire évoluer ce milieu-là. Il faut les utiliser. Et c'est comme ça, en fait, qu'on veut faire cette transition, finalement, pas forcément radicale directement, mais un peu petit à petit, quoi. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Il faut trouver un moyen de déculpabiliser les influenceurs, de leur donner de la légitimité aussi dans cette parole sur l'écologie. Et ouais, c'est pas toujours évident. C'est pas forcément facile parce que les gens ont la critique facile derrière leur ordinateur aussi, hein. Enfin, derrière leur écran, leur téléphone. Il y a pas mal d'influenceurs qui disent ça, quoi, qui disent bah ouais, enfin bon, je parle de ce sujet-là et tout de suite après je me prends une salve de personnes qui me disent bah de toute façon ce que tu disais, t'es qui pour dire ça, donc c'est là où ça c'est évident. Ouais. C'est un des arguments qui ressort tout le temps. Ils ont peur en fait de se prendre un retour négatif, des commentaires négatifs, des critiques. Et c'est sûr qu'ils vont en avoir. Là, il n'y a pas de suspense là-dessus. Mais en fait, en réalité, on se rend compte qu'on se fait critiquer pour tout et n'importe quoi. Moi, c'est ce que je dis aux influenceurs pour qu'ils se sentent à l'aise à en parler. C'est quoi que vous fassiez, vous serez critiqué. C'est comme ça, c'est Internet. On fonctionne comme ça aujourd'hui. Donc, autant être critiqué pour quelque chose qui a un impact positif, pour le bien. Ouais. Effectivement. Je pense qu'on parlait aussi... le problème aussi avec les influenceurs, c'est qu'ils sont aussi là pour faire rêver. Et aujourd'hui, clairement, prendre le vélo pour aller en vacances, ça fait rêver pas grand monde, ou en tout cas pas les gens qui sont pas encore conscients des enjeux écologiques. Et c'est ça aussi un des grands freins, c'est que finalement on a aussi envie de voir ces influenceurs qui voyagent et qui sont dans des destinations où finalement peut-être on n'aura jamais l'occasion d'y aller, ou alors que une majorité de personnes n'aura jamais l'occasion d'y aller. Du coup, aujourd'hui, c'est même plus la question, c'est même pas de rendre désirable un futur différent ou un mode de vie différent, c'est rendre indésirable celui qu'ils ont actuellement. C'est-à-dire faire comprendre à quel point ce mode de vie-là, cette consommation-là, elle a un impact. Et je pense que c'est ça qui va faire, peut-être qui va faire shifter certaines personnes, qui va faire shifter aussi des influenceurs. Forcément, quand on a eu vent de ce qui se passait dans les usines de Chine, personne ne peut rester de marbre. Même les gens qui continuent à acheter, potentiellement, ils se sentent mal lâchés, mais bon, la tentation peut être des fois trop forte. Du coup, il y a vraiment un enjeu de rendre indésirables certaines choses avant de, finalement, ensuite, rendre désirables des choses différentes. Et est-ce qu'on attend aussi beaucoup, parce que finalement, on leur met une grosse responsabilité de faire changer les modes de consommation. Est-ce qu'on attend beaucoup des influenceuses et des influenceurs parce que les médias ont un peu échoué à parler correctement de cette transition d'écologie, n'en parle pas suffisamment, et du coup, on attend un peu un relais du côté du monde de l'influence? Et je pense surtout que les influenceurs, ils ont le pouvoir de toucher les jeunes générations. En fait, aujourd'hui, on regarde plus vraiment les médias classiques. Donc, ils ont un énorme pouvoir d'action auprès des jeunes qui passent des heures par jour sur les réseaux sociaux. Et donc, en fait, utiliser ces heures et les transformer en heures positives où on apprend des choses, où il y a du savoir, où il y a de l'espoir aussi, et voilà, où il y a des valeurs derrière,
ça peut vraiment être utile et ça peut avoir un impact, oui. Ouais. Et les médias, oui, je trouve, ont échoué, oui, ça c'est évident. Et ils échouent toujours d'ailleurs, hein. Ouais, c'est encore d'actualité. Ouais, c'est un grand problème et c'est totalement pour ça que on a, à un moment, on a voulu parler des influenceurs avec Pay Ton Influence parce qu'on s'est rendu compte que finalement, les gouvernements ne font pas grand-chose. Déjà, les gouvernements ne sensibilisent pas et ne forment pas les jeunes, en fait, dès le plus jeune âge, aux enjeux écologiques, aux enjeux climatiques. Ils ne sont pas formés eux-mêmes. Ouais, ils ne sont pas formés eux-mêmes, donc c'est refusent compliqué. même de se former. Hein. Il y avait Exactement. des scientifiques à l'Assemblée qui étaient à leur disposition. Il y en a quand même très peu qui ont... Que 27%. Et c'est que des gens qui étaient déjà convaincus. Voilà. Ouais. Et du coup, il y a vraiment un problème, même au niveau des études supérieures. Enfin, j'ai pas mal... Je suis engagée aussi au sein de Pour un réveil écologique, donc le collectif qui a formé les députés. Et j'ai pas mal été engagée sur tout ce qui était les enjeux d'intégration des enjeux de transition écologique dans l'enseignement supérieur, donc notamment dans les grandes écoles de commerce et d'ingénieurs. Et clairement, il y a rien. Enfin, c'est vraiment, on continue à apprendre des paradigmes économiques, des paradigmes sociétaux qui ne sont plus viables actuellement dans la réalité climatique qu'on connaît bien. Et du coup, oui, bien sûr, finalement, les gouvernements ne se forment pas et du coup ne font absolument rien ou pas assez pour faire cette transition écologique. Les médias ont commencé un peu à parler quand même des enjeux climatiques, mais pas du tout à la hauteur du sujet. Il suffit que Messi parte aille au PSG ou dans je ne sais quel club pour qu'on parle pas du tout du rapport du GIEC. Et du coup, oui, forcément, on se tourne là où les gens sont. Les plateformes, finalement, les réseaux sociaux, ils ont réussi à tellement nous happer qu'on y passe des heures par jour. Et du coup, c'est là où on peut finalement essayer d'attraper les gens sur ces questions-là. Et on surestime pas trop leur pouvoir aujourd'hui, aux influenceurs et aux influenceuses. Peut-être qu'on surait. Alors j'avoue que si du jour au lendemain tous les influenceurs commençaient à parler d'écologie, est-ce qu'il y aurait un grand mouvement de toute une génération qui sont, pour s'engager là-dedans? Je ne suis pas sûre. Je ne sais pas l'avenir et je ne suis pas sûre. Mais par contre, moi j'en suis persuadée. Mais par contre, je peux pas dire que c'est une vérité. Après, clairement, nous, en tant que collectif Pay Ton Influence, on a décidé de, entre guillemets, s'attaquer aux influenceurs et un peu re-questionner le monde de l'influence actuellement. D'ailleurs, qui est pas que les influenceurs, qui est aussi les marques, les agences d'influence et un peu... Oui, c'est tout un écosystème. Tout un écosystème qui grandit énormément. Le secteur de l'influence, c'est un secteur économique qui va peser 15 milliards d'ici 2023-2024 et qui continue à grandir au niveau mondial. Du coup, voilà, c'est un secteur qui est assez énorme. Après, nous, on dit que c'est pas suffisant de s'attaquer entre guillemets aux influenceurs. On a décidé de le faire, mais aussi parce qu'on sait qu'à côté, il y a des activistes comme typiquement des Camille Etienne qui, eux et elles, vont aller s'attaquer aux grandes entreprises, directement aux États, parce qu'il faut aussi aller finalement mettre des coups de pied dans la fourmilière dans l'ensemble des secteurs. Et c'est pour ça que c'est ultra important qu'il y ait des activistes et des combats finalement... que tout soit mené en parallèle. Exactement, quoi. Que tout soit mené en parallèle. L'un n'oppose pas l'autre, quoi. Tu es d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord. Je pense que c'est complémentaire et en fait, il faut choisir un angle d'attaque justement. Et il y a tellement de choses à faire dans le monde de l'influence. C'est tellement énorme. On part de très bas quand même. Et du coup, il y a plein de possibilités. Et je pense pas que les influenceurs aient des super pouvoirs de changement d'opinion. Heureusement, parfois d'ailleurs. Ouais. Mais oui, il y a quand même un impact. Mais ils ont leur part. Oui, il peut y avoir un impact énorme. On va détailler aussi vos deux projets parce qu'on en a rapidement parlé mais pas encore dans le détail. Donc Amélie, tu as créé Pay Ton Influence. Est-ce que tu peux nous rappeler les missions et les actions de ce collectif concrètement dans les grandes lignes pour nous expliquer ce qu'est Pay Ton Influence? Alors, Pay Ton Influence, c'est un collectif qui a été créé il y a 7 mois maintenant, en décembre 2021, par 4 amis. Du coup, en fait, on s'est rencontrés au sein de Pour un réveil écologique, donc le collectif d'étudiants jeunes diplômés qui travaillent notamment sur tout ce qui est les questions d'intégration de la transition écologique dans l'enseignement supérieur, dans les entreprises et même auprès des députés maintenant. Et du coup, en fait, c'est une réflexion qui date d'il y a
plus d'1 an, où à un moment on s'est dit finalement on commençait à développer la communication du collectif Pour un réveil écologique sur les réseaux sociaux, et on se dit mais en fait on parle que à des convaincus, que à des jeunes de génération qui sont convaincus. Comment sortir de cette zone-là? Et finalement on se dit le point commun aux personnes de notre génération, c'est qu'on est sur les réseaux sociaux, qu'on suit des influenceurs. Et là, on s'est dit, il y a un truc à faire. La première idée, c'était de se dire, oui, il faut qu'on aille voir les influenceurs pour essayer de travailler avec eux. Et après, on s'est dit, mais il y a un gros problème, parce que les influenceurs, justement, ils n'ont pas encore de volonté de changer leur business model. Donc, il faut un peu aller bousculer ce milieu-là. Et c'est comme ça qu'est né Page Ton Influence, donc, qui est un collectif. Donc maintenant, on est 2 à gérer le projet, qui est de base un Instagram, qui maintenant aussi, on est à peu près sur tous les réseaux. On a aussi un podcast qui s'appelle Page Ton Influence. Et ce projet a pour objectif plusieurs objectifs. Le premier, c'est d'essayer d'aller interpeller les influenceurs pour créer un dialogue et leur faire comprendre que aujourd'hui, il est nécessaire qu'ils se posent des questions sur la manière dont ils font de l'influence, sur les répercussions de cette influence, notamment dans un monde en transition, dans un monde en urgence climatique. L'idée, c'est aussi d'aller sensibiliser. On fait des posts qui vont parler de certains sujets, de fausses croyances, typiquement sur la compensation carbone, etc. On a vu des influenceurs qui disaient qu'ils compensaient leur vol, et on leur dit ok, mais c'est pas si simple en fait. Et aussi mettre en avant toutes les problématiques aujourd'hui du monde de l'influence. Et derrière, l'idée, c'est de vraiment créer un dialogue avec les influenceurs. On veut pas juste être on veut pas être dans un rapport de force. On veut vraiment que finalement créer le dialogue pour que ça nourrisse tout le monde. Parce que nous, on est d'un côté qui est pas le côté de l'influence. On sait pas exactement comment ça se passe derrière. Et du coup, l'idée, c'est aussi d'essayer d'aller comprendre quels sont les freins dans ce milieu-là pour s'engager. Est-ce que les influenceurs, ils le veulent? Est-ce qu'ils le veulent pas? Est-ce que s'ils le veulent, pourquoi ils le font pas, etc. Donc vraiment, l'idée, c'est d'aller mieux comprendre ce milieu-là aussi, et tous les freins qui peuvent empêcher justement cette transition écologique du monde de l'influence, et puis surtout en faire un sujet de l'influence à l'heure de l'urgence climatique, qui n'était pas un sujet il y a encore 1 an et demi. C'est Bon Pote, le média, qui a commencé à en parler en premier, et c'est crucial que ce soit un sujet. Comme on l'a dit, les réseaux sociaux, c'est dans nos vies, dans la vie de à peu près, peut-être, je dis un chiffre au hasard, mais peut-être 90% des Français au moins. En tout cas, des jeunes générations. En tout cas, des jeunes générations, c'est clair. Oui, 90% des jeunes générations. Oui. Et ça fonctionne, le dialogue? Vous Alors, arrivez à... De plus en plus, parce qu'on commence à être... on est suivi par de plus en plus de personnes. On a passé les 10 000 abonnés. Vraiment, le cap des 10 000, il est assez... déjà, visuellement, ça change pas mal sur Instagram, parce que t'as le petit cas qui arrive. Au début, on était plutôt soit bloqué, soit totalement ghosté, mais ça nous arrive aussi d'être totalement ghosté. Après, il y a quelques influenceurs qui ont commencé à ouvrir le dialogue, même des très gros influenceurs avec qui on a pu échanger. Donc ça nous conforte dans l'idée que c'est un sujet qui intéresse aujourd'hui ce milieu-là. Mais après, comme on le répète, en fait, les influenceurs, ils n'ont pas intérêt à en parler, ils n'ont même pas intérêt à nous répondre, et pas à le faire notamment publiquement, parce que finalement ils font face à la critique derrière. C'est-à-dire que s'ils répondent et qu'ils invoquent des arguments, oui, non mais moi je trie mes déchets, etc., forcément ça peut crisper, etc., dans la non-pertinence face aux enjeux que cette réponse peut être. Mais en même temps, nous, on leur dit, l'idée, on veut pas juste, on n'est pas juste là pour dire pour que dénoncer, vous faites mal, que pour dénoncer. On est vraiment là pour aussi comprendre vous accompagner. Ce qu'il y a derrière. Voilà, exactement. Parce que vous proposez aussi, si je dis pas de bêtises, l'adoption d'une charte éthique, non? Ouais, alors ça, c'est exactement. Alors, on a fait un exemple de charte éthique des placements de produits. C'est un post qu'on a fait pour donner des idées sur comment finalement faire évoluer la manière dont on fait des partenariats, et comment être plus exigeant sur les marques avec qui on travaille, et surtout la transparence. La transparence qui aujourd'hui est absolument pas présente sur les réseaux sociaux et dans le monde de l'influence. Il n'y a pas de transparence parce que finalement, c'est un monde aussi qui est, je fais une petite digression, mais c'est un monde qui est de manière générale assez dérégulé. Tout le monde fait à peu près ce qu'il veut sur les réseaux sociaux.
le nombre de partenariats qu'il veut, les concours, etc. Enfin, il y a pas vraiment de régulation et d'encadrement légal de cette pratique parce que le métier d'influenceur n'existe pas. Et du coup, oui, l'idée c'est aussi de donner des tips, de dire c'est possible de finalement être un peu plus exigeant sur ces partenariats, d'être un peu plus transparent sur d'où vient ce produit, quelle est l'empreinte carbone de ce produit, etc. Et on va dans, alors je sais pas exactement quand, soit au courant de l'été, soit à la rentrée, sortir vraiment une vraie charte éthique assez complète qui intègre les placements de produits, mais aussi de manière générale la manière de communiquer, les voyages presse, etc. Comment finalement se mettre un peu des guidelines pour faire sa transition écologique quand on est influenceur. Ouais, ça peut aider aussi. Et là, pour la prochaine question, je me tourne peut-être vers Charlotte, mais donc il n'y a aucune réglementation sur les partenariats avec les marques, sur les placements produits, sur les réseaux sociaux, quoi. C'est un peu la jungle. Pas que je sache. Ouais. Non, s'il y en a une, je suis vraiment pas au courant. Ok. Non, c'est assez libre. Après, c'est régulé de manière assez naturelle. Enfin, je veux dire, on peut pas faire des partenariats, on peut pas faire 4 partenariats par jour et chacun gère son image aussi. Ça fait partie de son image de choisir ses partenariats, les marques avec lesquelles on travaille, le nombre de partenariats qu'on fait. Et voilà, ça fait partie du travail. Ouais, ok. Mais en tout cas, il n'y a pas de juge externe, enfin La loi est quand même là, c'est-à-dire que les influenceurs sur les réseaux sociaux, ils sont quand même ils sont obligés de suivre le code de la consommation. Donc typiquement, ils peuvent pas parler de n'importe quel produit. Ils sont obligés de mettre si c'est un partenariat rémunéré ou ce genre de choses. Mais ils sont obligés de le faire. Mais je ne sais pas combien il y a de publications sur les réseaux sociaux par jour, mais la loi ne peut pas suivre en fait tout ça. Et on l'a vu récemment avec la RPP, donc l'autorité de régulation de la publicité. Qui a mis en avant justement, alors je me rappelle plus le chiffre exact, mais ils avaient fait une enquête sur sur la transparence dans l'influence, et ils avaient mis en avant le fait qu'il y a encore énormément d'influenceurs aujourd'hui qui ne disent pas ouvertement leur partenariat, alors que c'est pas des nouveaux influenceurs, c'est pour certains qui sont là depuis plusieurs années. Mais il y a aussi, comme tu disais, une question en fait d'image, c'est-à-dire que en fait les influenceurs ils savent que dire ouvertement que voilà qu'ils sont payés pour en parler, en parler, et il y a les gens se méfient de plus en plus aussi. Donc ouais, il y a vraiment un enjeu d'image et donc il y a une transparence qui n'est pas encore là malgré les années qui passent. Ouais. Et j'ai vu aussi qu'il y avait un certificat payant de l'influence responsable. Justement, c'est la RPP qui l'a mis en place. Qu'est-ce que vous en pensez de ce certificat ? Alors ce certificat, on le connaît bien parce qu'on a déjà pu avoir des contacts avec la RPP, notamment on a fait un événement à la recyclerie à Paris, qui est un tiers-lieu sur justement les enjeux d'influence à l'heure de l'urgence climatique en mars dernier. On avait reçu Mohamed Mansouri, qui est, il me semble, directeur adjoint de la RPP. Alors ce certificat de l'influence responsable, justement, comme on en parlait, il est beaucoup plus sur les enjeux de transparence sur les partenariats en fait. Il est beaucoup moins sur tout ce qui est les enjeux de transition écologique et de éthique écologique de ces partenariats. Donc finalement, c'est une première avancée, c'est-à-dire qu'il y a quand même une volonté de se dire on va quand même faire passer aux influenceurs, on va dire former les influenceurs sur la base de quand t'es un influenceur, t'es obligé de faire ça pour finalement rentrer dans être transparent et rentrer dans la loi. Mais voilà, c'est vraiment qu'un début. C'est vraiment qu'un début et c'est un certificat qui est selon nous pas assez exigeant, notamment sur les questions écologiques. Ouais, c'est plus sur le placement produit, quoi. Exactement. Et toi, Charlotte, t'avais pas forcément entendu parler. Moi, je l'ai vu. Je crois que j'ai 2-3 influenceuses que je suis et qui l'ont passé, qui l'ont publié, mais sur le site, en tout cas, il y avait pas beaucoup d'informations, quoi. Je sais pas toi comment tu le vois. Est-ce que tu serais prête à payer un certificat comme ça ou? Je trouve l'idée est intéressante. Ouais. Ça, c'est évident. Il me semble qu'il y a une grande marque qui m'en a parlé, qui m'a contactée récemment pour me demander si j'avais justement ce certificat. Mais j'avoue que je n'en ai pas entendu parler plus que ça. Ça n'a pas fait grand bruit autour de moi. Ouais. Donc, ce qui est regrettable. Parce que c'est sûr qu'il y a quelque chose à faire. Ce serait bien de faire une charte. Et justement, il y a plein de marques qui aimeraient travailler avec des influenceurs qui signent cette charte. C'est évident aujourd'hui, parce que même d'un point de vue marketing, les marques sont en train d'évoluer. C'est ce que les gens attendent aussi. C'est vrai. Donc,
Donc au-delà de ça, moi je pense que ça peut être intéressant aussi financièrement pour les influenceurs. Là, c'est pas mon argument principal, hein, c'est pas pour ça que. Ouais, bien sûr. C'est pas mais ce en que tout je cas, il y mets en aurait tout avant en intérêt premier. finalement pour tout l'écosystème d'avoir une charte éthique un petit peu à la fois pour les marques, à la fois pour les. Aussi bien du côté des marques que du côté des influenceurs, je suis sûre que ça aurait un impact positif. Et même pour les gens finalement, enfin pour l'audience quoi. Totalement. Ouais. Ok. Bon bah du coup c'est une bonne chose si vous lancez ça avec Paye ton influence. Et donc là on a parlé un petit peu de vos missions. L'objectif finalement c'est de faire en sorte que toutes les influenceuses et tous les influenceurs se dirigent vers cette transition. Mais qu'est-ce qui se passerait si les plus connus, genre les 2-3 les plus énormes, devenaient vraiment engagés et entamer cette transition concrètement? C'est un post qu'on a fait justement sur Paye ton influence sur Instagram suite à une tribune justement qui appelait les influenceurs à se réveiller écologiquement, où on disait qu'est-ce qui se passerait si Léna Situation et Squeezie devenaient écolos. Alors devenir écolo, c'est vraiment un très grand mot, exactement, c'est un mot qui est assez énorme. Par contre, non, ce qu'on veut dire par là, c'est nous on est persuadés que forcément ça aurait un impact sur leur communauté. Alors peut-être qu'ils perdraient plein d'abonnés, de jeunes qui se diraient mais moi je veux que Léna elle voyage partout, c'est ça qui me fait kiffer dans son contenu, etc. ou Squeezie. Mais nous quand même on pense vraiment que c'est des personnes qui sont tellement regardées, qui sont beaucoup appréciées. Il y a cette relation parasociale qui s'est créée avec des millions de personnes, entre eux et des millions de personnes. Et on est vraiment persuadé qu'il y aura forcément une prise de conscience qui va arriver au sein de leurs followers. Et comme un très grand sage disait, mais je ne me rappelle plus qui c'est, la meilleure façon de sensibiliser, c'est par l'exemple pour beaucoup de gens. Faire culpabiliser, etc. Ça marche pas forcément. Ou alors dire c'est la catastrophe, on va tous mourir. Ça peut braquer. Par contre, essayer de faire changer par l'exemple, en représentant l'exemple et en étant le changement qu'on veut dans le monde, ça peut marcher. Et d'autant plus quand on est un influenceur que notre métier, c'est de finalement montrer une certaine forme d'exemple, montrer et faire en sorte de promouvoir une certaine normalité des choses. Du coup, nous, on est persuadés que si les gros influenceurs commencent au moins à en parler, au moins à dire « Ah, ça fait partie de mes réflexions », ça va entraîner un mouvement. Puis ça va peut-être... de couler aussi sur exactement, c'est planter des graines voilà, c'est ça. Et ça c'est ultra important aujourd'hui. Et ça fait ma transition avec aussi toi Charlotte et le projet que tu as créé sur montrer l'exemple. Donc toi c'est ce que tu disais, t'es mannequin, tu étais aussi influenceuse parce que tu es suivie quand même par pas mal de personnes, plus de 100 000 je crois, si je dis pas de bêtises, sur Instagram. Est-ce que tu as toujours eu un compte engagé avec ces valeurs-là, ou est-ce qu'il y a eu une prise de conscience à un moment et tu l'as petit à petit transformé? Parce que ça peut être intéressant aussi de voir toi comment tu t'y es prise pour parler de ces sujets. J'ai pas toujours été effectivement à l'aise à parler de ces sujets. Okay. En fait, au départ, j'étais juste mannequin. Ouais. Donc je suis mannequin depuis 12 ans. Et j'avais un compte Instagram pour faire un peu une vitrine de mon travail. Et je pensais que ça n'intéressait pas les gens et que, je postais des photos de moi, je postais des photos d'art parce que je voulais poster, des photos inspirantes. Et je savais pas vraiment comment m'y prendre. Et c'est dans ma vie personnelle que ça a beaucoup évolué. J'ai commencé à changer mes habitudes, dans mon quotidien, en fait, tout simplement, mes produits de beauté, mon alimentation. Et j'en parlais à mes amis et je me suis rendu compte que ça intéressait pas mal de monde. Là, j'ai créé mon blog d'abord, qui s'appelle Coco Cactus, et qui parle de marques de mode ou beauté éco-responsables, d'alternatives éco-responsables, par exemple aux cotons-tiges, aux bouteilles en plastique, aux choses comme ça. Ça, c'était il y a 4 ans maintenant. Donc, montrer des solutions. Voilà. Ouais. Mettre en avant des solutions. Et donc, ça a commencé comme ça. Après, l'influence, ça fait à peu près 1 an que j'en fais. Okay. Et depuis que j'ai décidé d'en faire un métier, oui, je me suis toujours dit, je vais faire de la... entre guillemets, bonne influence. Je vais essayer de faire ce métier, mais en mettant en valeur des marques qui me correspondent, qui sont alignées et dont j'aime les engagements. Alors, c'est pas toujours évident. Le choix de j'allais te demander parce que c'est souvent des jeunes marques qui n'ont pas beaucoup de budget. Alors, dans la cosmétique, oui et non. Okay. Dans la cosmétique, ça a tellement évolué
que c'est assez facile. Enfin, même des grands groupes. Moi, j'ai décidé de travailler avec des grands groupes qui font des efforts. Par exemple, qui vont lancer une gamme de produits vraiment clean dans la composition ou qui ont des packaging très recyclables en verre ou qui bannissent le plastique. J'ai décidé de mettre en valeur aussi ces marques-là et pas seulement les petites marques. Donc, dans la cosmétique, c'est tout à fait faisable. Dans la mode, c'est un petit peu plus compliqué. Enfin, j'ai plus de mal à trouver les bons partenariats. Pour le coup, comment dire Oui, disons que chez les grosses marques, c'est quand même plus compliqué peut-être d'avoir un engagement très sincère, en tout cas de le déceler. Et les jeunes marques, le contexte fait que c'est quand même compliqué pour les petites marques de mode aujourd'hui. Exactement. Ouais. Les petites marques de mode n'ont pas forcément le budget et l'attention qu'elles mériteraient. Et donc pas les moyens de se faire connaître autant. Et les grandes marques, généralement, c'est tellement... j'ai toujours l'image, c'est toujours difficile de faire bouger c'est plus difficile de faire bouger un paquebot qu'une petite barque. Donc eux, ils sont déjà engagés, ils sont dans leur, ils font fabriquer en Asie, tout est déjà, la machine est en route, quoi. Et là maintenant, pour tourner dans la bonne direction, ça prend du temps. Ouais. Ça prend du temps et j'avoue que c'est plus compliqué du côté de la mode. Okay. Et tu as une liste de critères où tu le fais aussi. Comment ça se passe quand tu dois sélectionner une marque avec qui tu travailles? Tu vas leur poser plein de questions. Tu t'es toi-même établi une charte éthique. J'apprends un peu au fil de l'eau. Je voulais même me former. J'avais prévu de faire une formation à l'IFM cette année justement sur la mode éco-responsable parce qu'il y a tellement d'éléments à connaître différents. Parce qu'en fait, on touche à plein de sujets quand on est dans l'influence. On touche au voyage, on touche aux cosmétiques, on touche à la mode. Et c'est difficile d'avoir les connaissances. Il m'est arrivé de me tromper et de me sentir stupide. Vraiment, à recevoir des commentaires, et je me disais, mais oui, c'est vrai, mince. Et pourtant... Et en même temps, on peut pas être expert de tout. Et voilà, on peut pas être expert de tout. Donc, j'essaye d'apprendre petit à petit. Pour les cosmétiques, encore une fois, je trouve que c'est... Aujourd'hui, on est pas mal aidé par des applications comme Yuka. Pour les packaging, maintenant, j'ai quand même j'ai une idée assez précise de ce que je trouve bien ou non. Dans la mode, encore une fois, c'est très compliqué. Il y a tellement de critères. J'ai fait une vidéo là-dessus il y a pas longtemps pour reconnaître un vêtement éco-responsable. Mais en fait, on manque tellement de transparence. Il y a rien en fait sur les étiquettes, on ne sait rien. Il y a écrit, et les marques ne sont pas transparentes non plus quand on leur pose des questions. Ces informations-là sont pas faciles à avoir. Ouais. Donc je fais au mieux. Au mieux, comme tu peux. Mais en tout cas, t'as pas une liste de critères préétablis, quoi. C'est-à-dire que tu vas rentrer dans le dialogue avec la marque et en fonction des réponses qu'elle va te donner, tu vas estimer si c'est suffisamment transparent et suffisamment en adéquation avec tes valeurs, quoi. Si je dois résumer. C'est ça ou... Oui, pardon, je réfléchis en même temps à la réponse. C'est une très bonne question. Oui, j'évalue en fonction de la marque et en fonction de la discussion avec la marque souvent. Okay. Après, j'ai quand même quelques critères de départ. Oui, j'imagine des gros critères un peu. Déjà, il y a des marques avec lesquelles je ne travaillerai jamais. Ouais. C'est absolument impossible. Je boycotte carrément depuis des années à titre personnel. Donc, les marques de fast fashion, c'est impossible. Voilà. Et après, les critères, je regarde au cas par cas, ouais. Je regarde au cas par cas avec les connaissances que j'ai de tous ces... de tous ces sujets qui sont complexes. Voilà. Donc, finalement, une formation sur ces sujets-là de la part d'un collectif comme Paye ton influence aurait toute sa place, quoi. C'est exactement ce qu'on essaye de faire aussi, du coup. Avec Aware Collective, hein, c'est voilà, ça. Tout à fait. Ton nouveau projet dont tu vas nous parler. Exactement. Du coup, c'est une association qui, en fait, le principe, c'est d'emmener des influenceurs en voyage pendant 2-3 jours et de les sensibiliser à un sujet différent à chaque fois, toujours sur le thème de l'écologie, évidemment. Et en fait, à chaque fois, on emmène des intervenants liés à ce sujet. Le premier était sur la mode éco-responsable. J'ai vu avec Fairly Made notamment. Absolument. Ouais. C'était absolument génial. Donc on était avec Fairly Made, on est allé visiter un atelier de jeans responsable aussi qui fabrique en France depuis plus de 100 ans, qui est un atelier familial.
Et en fait, chaque jour, on a comme des ateliers sur le thème qu'on a décidé d'aborder. Donc, il y a ce côté savoir, apprentissage. Et le reste du temps, c'est du temps, j'allais dire du temps libre. Mais en fait, c'est du temps où on est tous ensemble, où on discute, bien évidemment, dans la nature, dans des lieux qui sont engagés. Et le but, c'est de trouver des solutions ensemble et de savoir comment on peut communiquer chacun à sa façon et comment on peut parler de ces sujets le mieux possible. Okay. Et ça a été facile de trouver les premières personnes qui ont bien voulu accepter de participer à ce premier voyage d'influence responsable ? Étonnamment, oui. Ok, bon, c'est encourageant. Étonnamment, oui. Je crois que je ne connais pas un seul ou une seule influenceur qui n'a pas été intéressée par le projet. Okay. En fait, tu as visé un peu tout le monde ou des gens déjà un peu engagés ? Ça aussi, ça a été une vraie question. Alors, je vise les influenceurs lifestyle parce que moi, c'est aussi les contacts que j'ai, c'est le milieu que je connais. Et je vise des personnes qui sont pas des extrêmes, disons. Je trouve qu'il y a des activistes qui font déjà très bien leur travail. Donc évidemment, eux, on n'a pas besoin de les former. Ouais. Voilà. Et à l'inverse, il y a des personnes qui sont extrêmes dans la promotion de la fast fashion, dans la surconsommation, dans les voyages à excès, qui promeuvent sans arrêt des voyages en avion. Ceux-là, je n'ai même pas essayé de les contacter parce que je pense que ça n'a pas trop d'intérêt pour le moment. Tu les laisses à payer ton influence. C'est ça. Pour l'instant. On se partage la tâche. Donc, en fait, j'essaye de trouver des personnes qui sont déjà un petit peu sensibles, que je sais déjà un petit peu sensibles au sujet, comme on l'est quasiment tous d'ailleurs, et de les aider à communiquer sur ce sujet-là. Ok, c'est chouette. Et là, c'est quoi les prochaines... est-ce que vous avez déjà les prochains projets ? Donc, il y a eu la mode avec Fairly Made et cette visite d'atelier. La suite, c'est quoi ? Le prochain voyage, il est sur les vignobles éco-responsables. Ah, génial. Donc, vin et food. Ça va être très sympa aussi. Ouais, ça va être cool, ça. S'il reste de la place, moi, je veux bien. Avec plaisir. Ok. Et est-ce que tu mesures l'impact, l'influence que tu peux avoir sur ton audience ? Est-ce que tu en as vraiment pris conscience ? Et qu'est-ce qui t'en a fait prendre conscience ? J'ai du mal à mesurer réellement l'impact que peuvent avoir mes posts. Mais c'est par des retours, en fait, j'ai des retours réguliers, que ce soit en message, en DM ou en direct, de personnes qui me disent, par exemple, grâce à toi, en fait, j'ai pris le train pour faire tel voyage. En fait, les personnes, ce qui est drôle, c'est que les gens sont assez fiers de le dire et de m'écrire pour me dire, voilà, grâce à toi, j'ai changé mes projets de cet été, où je mange moins de viande, voilà. Et mais c'est difficile de quantifier. Mais c'est vrai que parfois, c'est ce genre de retour qui me fait penser que ça avance. Ouais. T'as vu un changement, une évolution ? D'ailleurs, cette question, elle s'adresse à vous deux. Est-ce que vous avez vu une évolution, là, pour le coup, de l'audience, pas de la part des influenceuses ou des influenceurs, mais une évolution des mentalités, des comportements, des commentaires ? J'ai l'impression qu'en tout cas, les gens commencent à interpeller un peu plus sur ces sujets-là. Peut-être que toi aussi, tu as vu personnellement avec ton compte ces changements de comportement ? Oui, je sens une évolution, c'est sûr, par rapport à quelques années où j'étais un peu... comment dire ça, on se moquait un petit peu de ce côté ramassage de plage, etc. C'était encore un petit peu anecdotique. Et maintenant, je pense que tout le monde comprend l'intérêt que les influenceurs parlent d'écologie. Donc, je ne saurais pas dire à quel point ça a changé, mais ça a un petit peu changé, quoi. Ouais. Et toi, Amélie, comment tu le perçois avec Paye ton influence ou puis de façon générale ? Ouais, alors Paye ton influence, ça a que 6 mois, donc finalement, c'est difficile de percevoir vraiment un changement en 6 mois, mais c'est indéniable que l'audience, donc les personnes lambda, sont beaucoup plus ancrées dans la réalité climatique que les influenceurs qui aussi, pour beaucoup, vivent des fois dans des réalités qui sont les leurs et qui sont un peu déconnectées de la vie en général. Et du coup, oui, les followers, l'audience, elle est beaucoup plus alerte sur les enjeux climatiques, notamment les jeunes générations, qui finalement continuent à être dans des modèles de consommation
assez classiques, mais en parallèle sont beaucoup plus alertes et souvent d'ailleurs beaucoup plus engagées sur ces questions-là, mais continuent à finalement être tentés par la consommation, on va dire, classique. Donc oui, et d'ailleurs, nous, on pense que justement, ça va passer... Le levier des followers et de l'audience, c'est un levier assez énorme pour justement pousser les influenceurs à évoluer, à réfléchir aussi sur leur modèle d'influence, à prendre conscience des choses, notamment prendre conscience du réchauffement climatique. C'est aussi pour ça qu'avec Pay to Influence, notamment, on essaye de mettre des commentaires pour expliquer aux influenceurs, des fois sur des gros concours, ok, bon là, voilà, ton concours, il a ces répercussions-là, prendre l'avion, faire gagner un billet d'avion pour Tahiti, ça, c'est 5 tonnes de CO2, etc. Donc voilà, on essaye un peu de faire de la pédagogie comme ça à travers les commentaires, parce que comme tu dis, finalement, les influenceurs, quand même, ils regardent ces commentaires-là, et plus ils vont avoir peut-être de commentaires qui leur disent « Ah, mais est-ce que tu as pensé à ton empreinte carbone ? Est-ce que cette marque, tu sais vraiment d'où vient ce produit, comment il est fait, quel est son impact ?» Forcément, ça va rentrer ensuite dans la tête de l'influenceur, et il va potentiellement se mettre à réfléchir sur les partenariats qu'il fait et peut-être l'influence qu'il a. Donc je pense que c'est vraiment un levier. Après, c'est pas le seul levier. Je pense qu'il y a aussi les marques qui peuvent être un levier, parce que les marques, elles ont aussi beaucoup d'enjeux à montrer qu'elles prennent justement le virage de la transition écologique. C'est d'autant plus, on va dire, attendu des entreprises d'être engagées au niveau de l'écologie que pour les influenceurs. Et du coup, c'est vrai que des certificats comme le certificat d'influence responsable, finalement, ça pourrait pousser certains influenceurs à faire leur transition s'ils commencent à comprendre que les marques, elles veulent travailler qu'avec des influenceurs qui sont ouvertement dans une transition, ou alors qui respectent une certaine charte. Donc il y a plusieurs leviers comme ça, mais en tout cas, oui, l'audience, je pense que l'audience va vraiment permettre potentiellement d'amener les influenceurs à peut-être s'engager beaucoup plus rapidement. Ouais. Et il y a une question aussi qui me vient à l'esprit, peut-être plus un peu sur le greenwashing. On parlait des marques et de leur intérêt justement à essayer de collaborer avec des influenceuses, des influenceurs plus engagés. Toi, tu es confronté à des marques qui viennent te chercher justement parce que tu as ces valeurs-là et qui voudraient verdir leur image un petit peu ? Oh oui. Ah bah bien sûr. Oui, ça m'arrive bien sûr de refuser des projets. J'essaie vraiment de prendre le temps de regarder chaque projet et de me dire, est-ce qu'il y a vraiment une volonté de la marque d'évoluer, ou là ils ont mis un petit vernis dessus, bien un vernis vert sympathique. Oui, ça m'arrive bien sûr. Ouais. Trop souvent. Encore trop souvent, ouais. Oui. Donc finalement, la charte du monde de l'influence, il faut qu'elle soit à destination des influenceurs, mais il faudrait aussi réguler un peu les marques, ce que les marques ont le droit de... quel message elles ont le droit de promouvoir sur les réseaux sociaux, non ? Aussi un petit peu. Mais il faudrait aussi qu'il y ait beaucoup plus de transparence, notamment dans le milieu de la mode. C'est terrible, en fait. C'est pas du tout assez réglementé, je trouve, hein. On n'a pas les bonnes informations, on peut pas bien choisir. Même moi, j'ai l'impression de beaucoup me renseigner sur le sujet quand même, par mes lectures et puis par mon travail. Et malgré ça, il m'arrive souvent de me tromper, de me faire avoir, quoi. C'est très compliqué en fait d'y voir clair dans tout ça. Donc il y a vraiment effectivement un travail du côté des marques et de la réglementation sur les messages qu'elles peuvent diffuser et tout ça, quoi. Ouais. T'es d'accord aussi Oui, il y a vraiment les influenceurs, ils se font greenwasher par les marques parce que justement, les marques leur donnent les informations qu'elles veulent bien, et potentiellement, les vraies informations sont assez difficiles à aller chercher ou même à trouver. Donc, il y a forcément un travail peut-être qui doit être d'autant plus grand des influenceurs à aller chercher de l'information, mais des fois, en fait, elle ne l'est pas. Ça a ses limites, si personne ne donne l'info. Et puis quand une marque te dit ok, donc là on a baissé notre empreinte carbone de 20%, et en fait mais tu te rends compte que c'est que de la compensation, que c'est que sur le scope 1 et 2. Enfin, je veux dire, il faut déjà être alerte sur tous ces sujets-là. Et pour le coup, la plupart des influenceurs ne le sont pas, mais comme la plupart des gens en général, en fait. Oui, bien c'est sûr. Pas les influenceurs en particulier, clair. on est d'accord. Et du coup, de toute façon, le greenwashing est un fléau actuellement parce que les marques doivent s'inscrire dans cette transition écologique et finalement, elles communiquent plus sur des choses qu'elles font alors que c'est minime. Derrière, la réalité est souvent
est souvent pas du tout ambitieuse en termes de transition écologique. Du coup, oui, il y a un enjeu de transparence au niveau des marques. Les influenceurs doivent faire d'autant plus attention justement à pas mettre en avant, à pas se faire greenwasher par les marques et mettre en avant des fausses solutions ou alors jouer justement le jeu de la marque qui veut se faire bien voir. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe avec Shein. Qui fait un énorme purpose washing depuis 1 ou 2 mois. Donc, purpose washing, c'est utiliser des causes pour se faire bien voir, donc se mobiliser sur des causes. Récemment, ils ont travaillé avec le Psychodon, qui est un événement sur la santé mentale. Ils ont fait des stories à la Gay Pride, à la Pride, avec une association justement qui aide les LGBT qui se sont fait virer de chez eux. Enfin bref, ils font pas mal de purpose washing, ils utilisent vraiment des causes pour se faire mieux voir, alors que Shein ne se soucie absolument pas typiquement de la santé de ses salariés, des répercussions sur les enjeux environnementaux. Du coup, il faut absolument faire attention à ça, oui. Ouais. Et il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, très vite, c'est les agences d'influence. Elles aussi, elles ont un énorme rôle de formation, parce que ça passe souvent par... moi, j'avoue que c'est un milieu que je ne connais pas très bien, mais j'imagine bien que les marques contactent des agences. Toi, je ne sais pas si tu es influenceuse indépendante ou si tu travailles avec une agence, mais il y a aussi cet intermédiaire-là à réguler. J'ai choisi d'être indépendante. Justement pour ça, pour pouvoir décider aussi de tes partenariats en direct, quoi. Absolument. Ouais. Oui, je voulais pas qu'il y ait un intermédiaire et que justement que l'argent, avoir une pression à cause de l'argent et de l'agence, quoi. Ouais. Et c'est vrai que je ne connais pas aujourd'hui d'agence engagée. D'ailleurs, ce serait un super projet à faire si quelqu'un est intéressé. J'y pense aussi. Aujourd'hui, je ne connais pas ni d'agence ni d'agents qui sont vraiment concernés par ces sujets. Et donc, tout simplement, il manque de temps, de connaissances pour pouvoir orienter leurs talents. Ouais. Après, je pense qu'il y aura quelque chose à faire aussi. Je ne pense pas que les agences soient fermées à ce sujet. Oui, bien sûr. Ouais. Et voilà, mais aujourd'hui, je pense que ça n'existe pas. Ouais. Vous êtes en discussion, vous aussi, de ton côté, Amélie ? On est en discussion avec quelques agences d'influenceurs, des agences qui sont plus ou moins engagées, parce qu'il y en a certaines, on va dire, qui sont moins pires que d'autres dans l'engagement, on va dire. Alors, ils nous disent que les enjeux, notamment de transition écologique, c'est des réflexions qui entrent dans la manière dont ils peuvent faire de l'influence et dans la manière dont ils gèrent aussi leur talent. La réalité est que c'est toujours l'argent qui prime et forcément commencer à être plus strict sur les partenariats, c'est aussi perdre de l'argent, ou en tout cas avoir un moment, au moment du commencement de la transition, perdre de l'argent qui potentiellement ensuite, si la transition est réussie, pas forcément ensuite. Mais du coup, il y a un gros sujet sur finalement comment réinventer ce business model-là, qui est basé 100% sur les marques. Et du coup, je pense que comme les influenceurs, elles sont ultra réticentes à vraiment s'engager. Parce que ça voudrait dire potentiellement avoir son chiffre d'affaires qui diminue. Ouais. Se couper de clients, quoi. Pour conclure, j'aimerais bien peut-être qu'on dessine rapidement pour vous quel va être ou dans l'idéal en tout cas, quel serait le futur du monde de l'influence qui serait compatible avec l'urgence climatique qu'on vit aujourd'hui. Alors pour commencer, ce serait bien d'arrêter de poster des photos d'ailes d'avion. Arrêtez de rendre ça cool, c'est pas cool du tout. Non, l'influence de demain, moi j'aimerais bien que justement il y ait qu'on rende cool les voyages en train, voyager en France, si évidemment pour les influenceurs français, et voyager en Europe, montrer tout ce qui est possible et faire rêver, mais faire rêver tout en étant conscient de son impact. En fait, on manque un peu de conscience dans tout ce qu'on fait, j'ai l'impression. Ouais. Et donc, mettre de la conscience aussi dans ces choix de marques avec lesquelles on collabore. Voilà. Et ça va passer aussi par plus de transparence du côté des marques, bien sûr. Mais agir en conscience, influencer en conscience. Ok. Je pense qu'il y a une grande question, en fait, c'est aujourd'hui sur la raison d'être des influenceurs. Et quand je dis des influenceurs, je mets tout le monde dans le même panier. Mais pour moi, il y a vraiment différents types d'influenceurs finalement. Aujourd'hui quand même, on voit que les jeunes générations veulent devenir des influenceurs. C'est un métier qui fait rêver. Pourquoi ? Parce que c'est un métier d'image. Ça
ça nourrit l'ego. C'est un métier où finalement, grâce à TikTok notamment, tu peux du jour au lendemain finalement avoir une énorme communauté et ensuite aller sur Instagram, te faire embarquer dans une agence d'influenceurs et commencer à gagner de l'argent très facilement. Et on voit que il y a les limites du monde de l'influence qui arrivent, c'est-à-dire que les influenceurs, il y a encore 5, 6, 7 ans, c'était de base des youtubeurs qui créaient du contenu et qui ensuite allaient sur Instagram. Et du coup, il y avait quand même une proposition de valeur. Aujourd'hui, il y a quand même une culture du vide qui est assez prégnante, avec un pool d'influenceurs, on va dire une sorte de masse qui fait à peu près la même chose. Et je pense que ce modèle-là, il est voué à disparaître. Je pense que l'influence, comme on pourra la faire dans quelques années, ce sera déjà beaucoup moins dépendant des partenariats, avec potentiellement des propositions de valeur qui font que ces personnes-là ne seront pas que sur les réseaux sociaux et auront d'autres activités à côté. Et surtout, peut-être des personnes qui oseront aussi s'associer avec des organisations internationales, des associations, etc. Ce qui est aujourd'hui pas beaucoup le cas, alors que y a des grandes assos, des grandes organisations qui ont du budget pour l'influence aujourd'hui. Et de plus en plus, parce que comme les marques, c'est un sujet qui les intéresse pour sensibiliser aussi des audiences. Donc je pense qu'il y a vraiment, pour certains types d'influence, une raison d'être qui est à questionner, mais comme la raison d'être de plein d'entreprises. Donc il y a forcément des influenceurs qui sont voués à disparaître, mais le modèle d'influence et le fait qu'on ait des leaders d'opinion, ça disparaîtra pas, et on en a besoin justement pour essayer de faire évoluer les choses et bouger la mentalité. Ok, très bien. Eh ben, merci beaucoup pour ce mot de conclusion et merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci. Merci à Charlotte et à Amélie d'avoir participé à cet épisode de Nouveaux Modèles et merci à Thomas Langlin, notre ingénieur du son. Si vous aimez l'émission, dites-le moi avec des mots doux et des étoiles sur vos applications préférées et parlez-en autour de vous, c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast. Pour ne louper aucun épisode, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux @nouveaumodèle.podcast. Je vous dis à très bientôt pour rencontrer un nouveau modèle.